Merci. Bonsoir à tout le monde. Je vais élargir le sujet pour attirer l'attention sur un aspect de ces dons qui est apparu ici déjà à plusieurs reprises. À savoir que dans ces archives, leur intérêt n'est pas forcément lié à leur caractère académique, scientifique, lié à des recherches archéologiques. Leur intérêt tient aussi souvent au caractère très personnel de ces archives, au caractère très privé, qui fait que des archéologues, en dehors de leur travail académique qu'ils réalisent à Délos, en Syrie ou ailleurs, prennent le temps et consacrent de l'intérêt au monde qui est tout autour d'eux, et on le voit très largement dans Chamonix, comme on le voit dans l'un ou l'autre, pour prendre le temps de photographier, de s'intéresser, de décrire, de mentionner, de documenter des aspects des pays qu'ils traversent ou des pays où ils vivent. Dans le cas de Chamonix, on a vu déjà ces clichés, je le mets juste ici pour mémoire. Il y a des clichés d'activités sportives qui documentent cette année olympique. Je me suis pas mal occupé des gestes sportifs tout à fait intéressants qu'on ne connaît pas par ailleurs dans le lancer du disque en particulier. Des danses traditionnelles qu'on connaît bien par ailleurs, celles de Mégare, et qui sont documentées ici par une qualité de photographie qu'on ne trouve pas dans d'autres documents de l'époque. Et puis des activités aussi de fêtes dans les villes d'Athènes, dans les rues d'Athènes, en particulier des spectacles qui sont peu photographiés à l'époque, les spectacles de marionnettes que l'on voit ici. Donc ce à quoi je voudrais consacrer cette courte intervention, c'est sur la valeur scientifique de ces dons dans les aspects très privés de ces documents, à travers de la photographie, qui sont généralement destinés à des albums de famille ou à de la documentation personnelle, privée, qui ne sera pas utilisée dans le cadre de leur activité professionnelle, de la correspondance privée, familiale, qui est destinée aux parents, aux frères, aux sœurs, et qui très souvent ne parviennent pas jusqu'aux institutions publiques de recherche parce que les familles considèrent que ce sont des documents privés dans lesquels il n'y a pas de matière scientifique, et d'autres documents, des journaux, des coupures de journaux, de la documentation d'époque, et qui en réalité constituent un objet scientifique à part entière. Excuse-moi Alexandre, mais on n'entend rien. Et là, on m'entend? C'est bon? Non, Non. Et là, est-ce que vous m'entendez? non. C'est très très faible. Si. Et là, toujours pas? Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Bah, il faut vraiment qu'il soit très très proche. Là, comme ça, c'est bon? Oui, oui, là, on t'entend bien. Bon, alors d'accord. Donc, il faut vraiment que je l'aie. Désolé, mais depuis le début, je pense que toute personne sur Zoom n'a rien entendu.
D'accord. Ok. Donc là, c'est bon. Donc je vais parler vraiment très proche en étant très proche du micro. Donc dans ces archives privées, la, c'est bon. Je vais rester très proche. Dans ces dons d'archives qui sont faits, la partie qui généralement n'arrive pas jusqu'aux institutions sont par exemple les albums de famille ou les correspondances, alors qu'elles constituent autant de documents possibles pour une exploitation scientifique, pour peu que la recherche que l'on mène soit décalée par rapport aux objectifs qu'on se fixe habituellement de faire l'histoire de l'archéologie ou l'histoire de la recherche sur un site archéologique en particulier. Un exemple issu de recherches que j'ai faites il y a quelques années autour des archives de Fernand Robert m'a permis, par exemple, de mettre en évidence que dans les albums que la famille possédait encore, il y avait un certain nombre de photos qui accompagnaient le voyage de la mère de Fernand Robert à Athènes, qui a fait un séjour de plusieurs semaines en 1933, et séjour que Fernand Robert a véritablement photographié sous toutes les coutures, et ça nous vaut une couverture photographique très complète de l'intérieur de l'école française d'Athènes dans les années 1930, telle qu'elle est organisée et telle qu'elle est meublée. Et j'ai montré par ailleurs dans une étude que j'ai faite sur les inventaires de mobilier en 1846 combien l'étude du mobilier d'une institution publique donne des informations sur un certain nombre d'aspects de cette vie quotidienne des chercheurs. Dans ces archives privées, les correspondances adressées à la famille sont fourmies d'informations que les membres, les jeunes chercheurs, communiquent à leur famille, mais qu'ils ne vont pas écrire dans leur correspondance académique avec leurs professeurs ou avec leurs collègues directs. En particulier, nous nous en étions aperçus à travers la correspondance de Jean Hetzfeld, qui là aussi avait été localisé chez la famille et qui depuis a été déposé à la Bibliothèque nationale de France et qui est aujourd'hui accessible. Et dans cette correspondance, qui est une très longue correspondance de Jean Hatzfeld, puisque la famille possédait la correspondance depuis ses années d'études jusqu'à son décès pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des lettres écrites toutes les semaines et parfois plusieurs fois par semaine à l'ensemble de sa famille, puis ensuite à ses propres enfants. Et dans les années où il est membre de l'école, et puis dans la promotion de 1907, puis dans les années où il est officier à l'armée d'Orient, il écrit toujours à sa famille en racontant sa vie quotidienne de membre et surtout en racontant l'actualité grecque. Ici, une des nombreuses lettres où il est question de l'actualité grecque à propos du coup d'État de Goudi qui va porter au pouvoir par la suite Vénizélos. Et dans ces lettres, il raconte aussi ses sorties au théâtre, les sorties au concert, car il est lui-même musicien et mélomane, et les rencontres qu'il fait de la société athénienne. Et donc, ici, c'est tout un aspect de l'intégration de cette communauté française qui est autour de l'école française d'Athènes, qui est à l'école française d'Athènes, dans la société athénienne contemporaine de l'époque, et qu'on peut étudier de cette manière-là, de manière assez précise, et déterminer ainsi des cercles de fréquentation de cette époque. Des correspondances, il en existe beaucoup, juste pour mémoire, hein, dans le cadre du programme Histoire décalée, j'en ai fait la liste de ces correspondances. Hein, elles vont de 1846 à 1946. Pour l'instant, il y en a pratiquement un siècle de correspondances. Très peu sont publiées et sont aujourd'hui en cours d'étude et de numérisation pour pouvoir les traiter. Parmi les fonds avec Lucille nous avons recherché, il est un fonds qui nous a paru très manqué, même s'il est présent ici à l'école, c'est le fonds lié à la direction de Robert de Mangel. Robert de Mangel qui a été le directeur de l'école pendant en particulier la Seconde Guerre mondiale, qui a eu une direction assez longue, très riche et très féconde d'un point de vue scientifique, du point de vue de la mise en valeur des sites, puisqu'il est un des premiers directeurs à lancer les anastyloses, en particulier à Delphes. Très longue carrière en Grèce, puisqu'il arrive comme membre en 1919. Il va travailler en Grèce, il va travailler à Constantinople et participer aux nouvelles fouilles des Léontes en particulier, mais pas seulement. Et puis il va travailler à Délos et à Delphes en particulier. Il reviendra ensuite il continuera comme secrétaire général et reviendra comme directeur et aura une carrière très longue et assez peu documentée, sauf pour la partie administrative comme directeur, puisque nous avons les archives de sa direction de 1936 à 1950. Le,
la faible représentation de cette direction dans les archives, et en particulier sur des années cruciales, celle de 1939 à 1947, Seconde Guerre mondiale, guerre civile en Grèce, nous a amené à essayer de localiser le fonds, ce qui, par un concours de circonstances, a été rendu possible. Le contact a été pris avec la famille qui nous a réservé le meilleur accueil et qui possédait encore une grande partie des archives personnelles que de Mangel avait emportées avec lui et pour lequel nous avons pu, avec Lucille, dresser un premier inventaire détaillé et constituer un premier classement de ce fonds qui est composé aujourd'hui de plus d'une vingtaine de boîtes d'archives, d'une extrême richesse qui couvre la totalité de son activité, avec bien sûr une partie des archives scientifiques, carnet de fouilles de Delos par exemple en particulier, mais surtout beaucoup de documents qui couvrent des activités qu'il a eues à titre personnel ou des contacts qu'il a eus par le biais de la direction, mais qui documentent l'intégration de l'institution dans la société athénienne de l'entre-deux-guerres et pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi ces documents, des documents qui couvrent des aspects que, qui aujourd'hui sont couverts par les Archives nationales de Grèce, mais qui étaient encore présentes dans le fonds de Robert de Mangel, des tracts de l'époque, hein, de l'occupation, tracts de l'armée allemande demandant à la population de se tenir tranquille et de ne pas se lancer dans des actes de résistance, tracts de l'EAM, que de Mangel a recueilli comme document de l'ambiance de l'époque hein, pour accompagner les propres documents que lui-même a rédigés sur cette époque. Et on a là un ensemble d'informations sur la situation du pays et la situation de l'école pendant cette période très difficile de la guerre. Dans ses archives, à titre privé, il avait pris des notes sur ce qu'il voyait tout autour de lui, la famine dans les rues, les cris des enfants dans les rues de Massalia mourant de faim, les spectacles auxquels il est confronté dans sa vie quotidienne, de la vie d'Athènes, ravagée par les méfaits de l'occupation et les conséquences de la famine qui sévit très sévèrement à Athènes dans l'hiver 41. Et il a toute une série de notes de cette situation où il se retrouve à l'école avec quelques membres autour de lui, plus personne quasiment, la communauté française extrêmement réduite puisque l'ambassadeur est parti, le consul est parti, le directeur de l'école supérieure d'études françaises est parti aussi. Il se retrouve à la tête de cette petite communauté qu'il doit gérer en même temps, tout en voyant tout ce qui se passe autour de lui. Des, des agendas, par exemple, de budget, hein, où l'on voit l'inflation galopante, puisque les achats en 1900, début 40 se font en milliers de drachmes, puis en millions de drachmes, puis en trimillions de drachmes, que l'on voit sur cet agenda, avec des sommes, évidemment, qui finissent par ne pouvoir être honorées que par des brouettes de drachmes qui ne valent plus rien, mais qu'on constate ici dans cet agenda, qui est un document d'histoire en tant que tel, d'histoire contemporaine. Robert de Mangel avait parfaitement conscience d'être un témoin en première ligne. Il en a fait état à plusieurs reprises dans des conférences qu'il a commencé à donner en 1944-1945 sur l'école française d'Athènes pendant la guerre. Et ces conférences qu'il a fait aussi bien en Grèce qu'en France, et qu'il a fait aussi à la radio. C'est un des premiers directeurs à utiliser les médias modernes, hein, la radio-télévision. Et il a fait plusieurs conférences à la radio française sur les années de l'école française d'Athènes pendant la guerre. Et ces conférences, nous avons les notes de ces conférences qu'il a beaucoup rédigées, hein, et cette rédaction, il l'a complétée au fur et à mesure des conférences qu'il a données à partir de cette première conférence par des notes qu'il a ajoutées. Et une de ces conférences est complétée par des éphémérides où il raconte semaine après semaine ce qu'il se passe dans les années 40 à Athènes, en particulier la guerre civile, hein, où il explique comment il a vu arriver la guerre civile s'installer dans les rues de Kolonaki, de quartier de Néapolis, et comment, dans ces années ou dans ces mois et ces semaines de décembre 40 et début 41, il a pu 44 pardon, il a pu voir les mortiers britanniques s'installer sur le Lycabette pendant que les Ham étaient juste en face à l'école de chimie et l'école entre les deux. Et on a ici des notes très précises sur cette situation, tout document qui nous manquait dans l'histoire de l'école et qui font partie
de ces papiers privés que Demangel a emportés avec lui et que la famille a précieusement conservé jusqu'à présent. On avait dans les archives de l'école, dans l'album des membres, des photos qui montraient comment le directeur s'est occupé en particulier du ravitaillement de la communauté française qui était sous son autorité, communauté française élargie aux couples mixtes et au personnel de l'école qui sont venus loger ici dans le bâtiment. L'école a hébergé pratiquement jusqu'à 70 à 80 personnes en tout pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce souci du ravitaillement était bien documenté dans dans l'album des membres, dans le troisième, où l'on voyait les membres se livrer au stockage et au partage des rations. Dans les archives de Mangel, nous avons maintenant la liste de l'organisation de cette répartition de l'alimentation avec des listes nominatives et des quantités denrées qui sont données et la gestion de tous ces conflits de répartition que de Mangel assume et gère pendant ces longs mois de l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Un aspect qui n'apparaissait pas du tout dans les archives de l'école et qui a été une révélation dans ce fonds d'archives conservé dans la famille, c'est le rôle que Demangel a joué comme représentant de la Croix-Rouge française. Et il a été désigné comme délégué de la Croix-Rouge et à ce titre, il s'est occupé de gérer l'apport de la Croix-Rouge et la distribution, en particulier à destination des enfants. Et plusieurs documents montrent que au titre de la Croix-Rouge française, il a œuvré pour la création de dispensaires pour recueillir les enfants abandonnés qui erraient affamés dans les rues d'Athènes. Et à titre personnel, depuis 1941, c'est ce qu'il dit dans ce document ici, depuis 1941, il a, à titre personnel, recueilli, soutenu et emmené dans des dispensaires les enfants qu'il rencontrait dans les rues autour du quartier d'Athènes, du quartier de l'école à Néapolis. Cette activité était méconnue, elle est totalement documentée maintenant par ce fonds de la Croix-Rouge qu'il a soigneusement gardé et classé, avec toute une série de documents qui récapitulent cette activité et qui la détaillent. Des documents photographiques qui montrent comment, après la guerre en 1946, une cérémonie de remise de médailles à laquelle il tenait beaucoup pour honorer toutes les infirmières et les médecins grecs qui ont géré ces dispensaires pour enfants, dont il avait, lui, la charge pour l'alimentation, et cérémonie qui a eu lieu dans les locaux de l'école, dans la salle de conférence, et qui a donné lieu à de nombreux articles dans la presse. Nombreux articles dans la presse, en particulier ce fonds nous permet d'avoir accès à toutes ces coupures de journaux qui ont été soigneusement recueillies par Demangel, en particulier un article, je vous signale, du professeur Dimaras, du grand professeur Constantin Dimaras, qui écrit un article d'éloge à l'école française d'Athènes et en particulier à son directeur, en rappelant que cette institution qu'on appelle aussi école d'archéologie, est beaucoup plus qu'une école d'archéologie. C'est un organisme vivant, intégré dans la ville d'Athènes, qui s'intéresse à tous les aspects de l'hellénisme. Et cet article est assez représentatif de l'image que l'école a eue après la Seconde Guerre mondiale, en grande partie grâce à l'action de son directeur pendant les années d'occupation. Et c'est cette activité qui a valu à Robert Demangel une décoration que nous ignorions jusque-là, puisqu'il a été est un des rares étrangers à avoir été décoré de l'Ordre du Phénix pour son action pendant la guerre à l'égard de la société grecque et en particulier de la jeunesse grecque. Ce fonds d'archives, vous voyez, donc, par ce côté privé qui est lié à sa personne et à son engagement personnel, constitue un fonds historique qu'il est très important évidemment de recueillir et la famille est en effet décidée à le confier à l'École française d'Athènes pour son traitement et pour son analyse. Ça va pouvoir se produire très prochainement et on est très reconnaissant à la famille de Mangel d'avoir accepté ce versement et de permettre ce travail de chercheur sur cet aspect qui n'est pas un aspect archéologique de l'institution, mais qui est un aspect très important de l'histoire de l'institution. Dernier exemple que je vais vous proposer aussi, lié à un fonds d'archives que l'école connaît bien, puisque c'est le fonds d'archives Pierre Amandry, dont l'école a déjà reçu plusieurs cantines de métal remplies de documents scientifiques liés à l'activité scientifique de Pierre Amandry, qui a été membre de l'école, secrétaire général aussi de l'école
et directeur. Et nous avons eu l'idée avec Lucille de demander au fils de Pierre Amandry, Michel Amandry, s'il possédait des papiers privés de Pierre Amandry qui pouvaient documenter certains aspects de la vie de Pierre Amandry comme membre de l'école, secrétaire général et comme directeur, autres que des papiers scientifiques. Et Michel Amandry a répondu très généreusement à notre question en nous prêtant un album photographique montrant que Pierre Amandry avait constitué à titre personnel pour lui-même, dont une partie des clichés, d'ailleurs, sont des clichés qui sont aussi dans l'album des membres, hein. Visiblement, Pierre Amandry a nourri l'album des membres par son activité photographique, mais on y trouve aussi beaucoup de clichés qui ne sont pas présents dans l'album et qui documentent des aspects, par exemple, un des très rares clichés qui montre le musée des Moulages, ce bâtiment ici. Il y a très peu de photos de l'intérieur du musée des Moulages, hein. Ben, en voilà une qui est aujourd'hui numérisée et qui va être accessible aux chercheurs. Des photos de la vie des membres et de leurs excursions, de leur travail, mais surtout de leur vie sociale entre eux et ouvert à la société grecque. Il y a une série de photos d'un déjeuner chez le sculpteur Apartis. Et puis, Amandry fait partie des membres de l'école qui ont été mobilisés pendant au tout début de la Seconde Guerre mondiale et envoyés en Syrie rejoindre Henri Seyrig. Et on a toute une série de photos des membres de l'école en Syrie pendant ces mois de mobilisation avant qu'ils reviennent ensuite à Athènes. Dans ces photographies, il y a des photos extrêmement de sujets très variés, hein. Ici, le sculpteur Pierre Apartis, dans un cliché que nous ne connaissions pas. Pierre Apartis, sculpteur grec, qui a réalisé une série de portraits de médaillons des membres de l'école. Et ici, il est dans la séance d'inauguration de quelques médaillons qu'il a réalisés, en particulier de Pierre Amandry, de Chamoux, mais aussi le buste de Robert de Mangel et de ses filles, hein, qui est aujourd'hui dans les mains de la famille. Des photographies aussi d'un spectacle qu'on connaissait, mais qui était documenté surtout pour la mise en scène, pas pour les préparatifs. C'est un spectacle que les membres ont monté au profit des enfants des dispensaires du Pirée. Les recettes ont été versées entièrement au bénéfice des enfants et on a toute une série de photos qui montrent la préparation de ce spectacle et puis des photos d'Athènes sous la neige avec des clichés qui rappellent évidemment ceux que nous avons vus tout à l'heure de Chamonard, Athènes sous la neige étant un spectacle assez rare et là une quantité de neige particulièrement remarquable. Michel Amandry a aussi eu la générosité de nous donner accès à la correspondance privée de Pierre Amandry à ses parents, qu'il a écrit pendant toutes les années où il a été en poste en Grèce, là aussi comme membre, comme secrétaire général ensuite. Et nous avons pu numériser ces correspondances pour pouvoir l'étudier. Et on a là un accès, encore comme la correspondance de Jean Hatzfeld, un aspect à la vie quotidienne des membres de l'école, les contacts qu'ils peuvent avoir en dehors de cette institution, leur travail scientifique quotidien, mais surtout leur point de vue sur le pays et sur la situation d'une manière générale. Amandry a par ailleurs, hein, c'est connu par quelques textes qui ont été publiés. Il s'est rendu à Athènes à Delphes en 1944, Delphes qui était occupée par les Andartès. Il est resté d'ailleurs coincé pendant de longs mois dans cette région qui a été sous l'emprise des Andartès jusqu'à ce que les Britanniques repoussent les Andartès dans le nord de la Grèce jusqu'en Thessalie et puis ensuite au-delà des frontières de la Grèce. Et Pierre Mandry a écrit plusieurs textes qui sont connus, qui ont été publiés, même republiés, mais un article nous avait échappé, un article dans l'Essor, publié dans l'Essor, et Michel Amandry m'a communiqué là très récemment une coupure de ce journal de l'Essor avec la traduction grecque qui a été réalisée pour la revue Nea Estia par Vénésis, donc un article qui décrit la vie quotidienne des Andartès dans le massif au-dessus de Delphes que Pierre Amandry partage. Donc le propos de cette intervention, c'est surtout de montrer que dans ces fonds d'archives qui sont détenus par les familles, au-delà des archives académiques qui concernent l'activité de l'école comme centre de recherche et de recherche archéologique en particulier, il y a toute une série d'aspects qui documentent, qui sont autant de documents d'histoire
qui intéresse les chercheurs comme historiens et qui documente ce décalage de l'histoire de l'institution qu'on peut réaliser grâce à ces documents. Et tous les fonds qui ont été annoncés par Marie et qui doivent arriver à l'école sont autant de portes qui s'ouvrent à nous, hein, pour pouvoir développer ces axes de recherche et faire une histoire de l'école considérablement enrichie par rapport à toutes les histoires qui ont pu être faites jusqu'à présent. Voilà. Je vous remercie de votre attention.